Voilà, je remercie, mesdames et messieurs, Patrimoine Suisse Genève et la Société des Arts de nous inviter sur un sujet sur lequel je vois dans la salle un certain nombre d'historiens, historiennes de l'art, archéologues, peut-être architectes, qui ont grandement contribué à notre connaissance du sujet. Je les en remercie. Je m'excuse d'avance de répéter ce qu'ils m'ont appris. Je m'adresse aussi à un public qui connaît son histoire, mais par souci d'ouverture à des gens qui la connaîtraient moins, je vais être toujours très précise sur les faits historiques et essayer de situer ce symbole de l'architecture protestante du XVIIIe siècle dans son contexte le plus vaste possible. Le temple de la Fusterie est le premier temple protestant construit ex nihilo en ville de Genève après la Réforme. J'entends bien après la Réforme, mais il a fallu attendre 180 ans pour que ça ait lieu, 180 ans après l'abolition de la messe. Autrement dit, 1835-1715. Pendant cette période, on n'a pas construit en ville de temple spécifiquement neuf dans une architecture spécifiquement protestante. Il y a eu quelques chapelles en campagne. On y reviendra tout à l'heure. Un bref retour s'impose donc au temps de la Réforme, où l'on a transformé les églises médiévales en temples et où s'est en quelque sorte amorcé l'invention d'une architecture religieuse protestante. Avant la Réforme, à Genève, vous le savez, deux camps se sont affrontés, les Zeitgenossen, du nom des Zeitgenossen, les confédérés, partisans des confédérés, contre les Mamelus, ce terme discriminatoire attribué par les patriotes aux partisans de la Maison de Savoie. En 1526, la Commune a signé un traité de combourgeoisie avec Berne et Fribourg et s'est dotée des institutions, conseils, syndics, qui vont rester les institutions de la République jusqu'à l'occupation française, jusqu'à la Révolution de 1792, très exactement. En 1530, Genève était durement harcelée par la noblesse pro-savoyarde regroupée en Pays de Vaud, qui était à cette époque, vous le savez, savoyard. Et Berne, passé en 1528 à la Réforme, et Fribourg, qui étaient restés fidèles au pape, Berne et Fribourg se sont portés au secours de sa combourgeoise. Et au cours de leur avancée, les troupes bernoises ont affiché avec brutalité leur foi nouvelle en détruisant sur leur passage tout ce qu'il était possible de détruire de statues, d'objets de culte, d'images. Et cette année-là, à Genève, en 1530, les idées évangéliques n'étaient pas encore très avancées, mais dans les années qui ont suivi, les actes iconoclastes se sont multipliés, d'abord du fait des Bernois, ensuite du fait des Genevois eux-mêmes, jusqu'à la décision prise en 1530 par le Conseil de raser les faubourgs pour protéger la ville des attaques savoyardes, pour se mettre à l'abri d'un rempart. Et en rasant les faubourgs, on a rasé tous les couvents qui étaient aux portes de la ville et on a détruit un certain nombre d'édifices religieux. L'abolition de la messe a eu lieu le 10 août 1535. Il y avait en ville, outre la cathédrale Saint-Pierre, 7 églises paroissiales. Les partisans de Farel réclamaient, donc l'évangélisateur français qui était le plus actif en ville, réclamait l'usage de Sainte-Marie-Madeleine pour y célébrer le culte. Il s'en en le 23 juillet 1535, ça se passe donc très vite, dépouille l'église de ses statues et de ses ornements, et malgré l'interdiction du Conseil, Farel continue d'y prêcher. L'abolition de la messe permet au Conseil de reprendre le contrôle de la situation et le Conseil décide d'établir un inventaire, vite fait, des biens ecclésiastiques. Je cite, en faisant argent d'une partie d'entre eux, on lit ça dans le registre du Conseil, on peut faire une avance aux Bernois sur les sommes qui leur restent dues à cause de leur intervention. Et ce n'était pas n'importe quelle somme, c'était des réparations de guerre très importantes. Ordre est donné de porter à la maison de ville tous les joyaux des églises. Dans toutes les églises genevoises, les objets du liturgique seront pris donc pour la fonte. Il s'agit cette fois-ci de s'armer.
un sujet à la mode en ce moment. On détruit les idoles, on se débarrasse de tous les autels, on se débarrasse des aménagements liturgiques, évidemment les retables, tout ça, des reliques des saints en les jetant dans le Rhône, selon certaines sources. On enlève les sarcophages pour en faire des lavoirs, on utilise les dalles pour couvrir les meurtrières des remparts qu'il s'agit de consolider, on s'en sert pour construire des maisons. Comble de la provocation, les pierres des maîtres-autels de Saint-Gervais et de la Madeleine sont transportées au gibet de Champel pour procéder aux exécutions capitales. Le 21 mai 1536, l'abolition de la messe est pérennisée. C'est entre ces deux dates que situe la Réforme. On s'attache ensuite à transformer les églises en temples. L'architecture elle-même n'est pas immédiatement modifiée. Les ressources financières de la jeune République sont mobilisées pour payer les Bernois, comme j'ai dit, pour les travaux des fortifications et pour l'aménagement de bâtiments publics importants, comme la maison de ville et l'hôpital général, l'actuel palais de justice. Dans les temples, on commence par des aménagements mineurs. On y place des bancs et on y met une table de communion. Mais sous l'impulsion de Calvin, rappelé à Genève, vous vous en souvenez, en 1541, l'économie antérieure des trois édifices qu'on destine au culte et à une fonction paroissiale, la cathédrale, la Madeleine et Saint-Gervais, va être profondément modifiée. Je n'évoque que ces trois édifices, il y en a d'autres qui vont être transformés, mais je ne vais centrer pour des raisons de temps sur ces trois églises qui vont devenir des églises paroissiales et qui vont servir de modèle. On désacralise l'espace. Les temples ne sont pas des espaces sacrés. C'est une des caractéristiques les plus fortes de ce qui se passe à ce moment-là. On supprime la séparation entre la nef et le chœur. On enlève donc les jubés, les barrières. Ancien espace des prêtres et des sacrements, le chœur est ouvert au public. On supprime de même les grilles des chapelles latérales et on perce des passages d'une chapelle à l'autre pour que les fidèles puissent se faufiler dans ces espaces étriqués et faciliter ainsi la circulation. On organise tout l'espace disponible, malgré les obstacles des colonnes, etc., pour accueillir des fidèles autour de la chaire placée au centre de la nef pour la prédication. On garde évidemment les portes et les baies, parfois même les vitraux pour se prémunir du froid. C'est comme ça que les vitraux avec les apôtres de la cathédrale ont été préservés, qui sont aujourd'hui au musée d'histoire. On garde des stalles pour s'y asseoir, c'est pratique. On garde aussi les cloches. Au fil du temps, pour loger tous les fidèles, la fréquentation du culte étant obligatoire, on aménage des galeries, on aménagera des galeries au fil du temps, partout où ce sera possible, jusqu'à 2 étages de galeries. C'est une image bien tardive de 1820 de Pierre Escuyer qui a laissé un ouvrage sur les monuments importants de Genève. Et on y voit cet espace de la Madeleine complètement désacralisé, bourré de gens, on dirait une salle de concert. C'est pas... Et on n'a pas d'image antérieure, malheureusement, de ces intérieurs d'église. On ne s'est pas donné la peine de les représenter. À l'intérieur, la dominante chromatique sera le blanc pour les parois, le noir à joint blanc pour les faux appareils des arcs et des soubassements d'inspiration Renaissance. On peut montrer l'image suivante. C'est un petit reste de ce genre de décor qu'on a redécouvert au XIXe et au XXe siècle. C'est à Saint-Gervais, un tabernacle. On voit en haut à gauche cet appareil gris-noir à joint blanc qui recouvrait tout l'intérieur de l'église. Et dessous, un reste de peinture qu'on a redécouvert encadrant le tabernacle où étaient conservées les espèces sacrées. Le blanchiment uniforme des intérieurs et l'entretien scrupuleux de ce blanchiment pendant tous ces siècles vont préserver des fragments de peinture murale qu'on redécouvrira au moment de la mode du Gothic Revival et du retour de l'affection vers ces bâtiments, et notamment des activités des archéologues, qui les rendront à nouveau attractives, et le grattage, comme à la cathédrale, au milieu du XVIIIe siècle, les feront hélas disparaître. Donc, dans l'image précédente, si tu veux revenir un instant en arrière, non, la suivante, hop, voilà, ça c'est l'état des églises où
tout ce qui pouvait évoquer encore une fonction liturgique catholique a disparu. Et puis, dans l'image suivante, c'est à Saint-Gervais, c'est ces peintures qu'on redécouvre. Et bien entendu, on ne garde pas ces images qui font quoi? L'éloge non seulement de la foi catholique, mais du pape, du duc de Savoie, qu'on voit ici abrité sous le manteau de la Vierge, et de toute leur suite, et tout ce que les patriotes genevois ont rejeté en bloc à la Réforme. L'image suivante montre ce à quoi ressemblait au XVe siècle la cathédrale. C'est une reconstitution à partir d'infimes traces laissées sous les grattages, qui a été reconstituée par Théo-Antoine Hermanès lors de son intervention à la cathédrale, et reconstituée avec les couleurs les plus justes possibles. Tout ça a évidemment disparu. L'image suivante montre ce qu'on fait disparaître, les autels, les tabernacles, les retables peints sur même la pierre, ou bien sûr les armoiries des bienfaiteurs des chapelles ou des propriétaires des chapelles, dont on efface les armoiries pour ne plus évoquer leur présence. Après la Réforme, la ville, dans son enceinte fortifiée, compte donc 3 paroisses, avec leurs églises médiévales transformées en temples: Saint-Pierre, la Madeleine, dans la Maior Geneva, image suivante, Saint-Gervais sur la rive droite, la Minor Geneva. La place de la Fusterie est encore à cette époque un important port au bois. Je vous montre cette image puisque c'est la représentation, la vue la plus ancienne de Genève que nous possédions, qui est due à Manuel Deutsch, qui a été publié pour la première fois dans la Cosmographia Universalis de Münster. Et on passe à l'image suivante. C'est peut-être pas tout à fait l'image suivante, mais ça ne fait rien. On peut montrer cette image. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ces ports ont été constitués. Les ports de Genève trouvent leur origine aux alentours de 120 avant Jésus-Christ, dans les petites baies formées sur la rive gauche du lac et du Rhône, à la confluence des ruisseaux et des fossés de drainage qui descendaient du haut de la colline. Sous la domination romaine, dans la ville ouverte du 1er siècle, le niveau du lac atteignait le bas de la rôtisserie. Au Moyen Âge, ce niveau s'était abaissé d'environ 3 mètres. Dans cette première image, tu veux revenir en arrière, oui, on est au temps des foires. Au moment de l'avènement des foires de Genève à partir du XIIIe siècle, sous l'impulsion des comtes de Savoie, on transforme radicalement le rivage. Jusqu'alors, la ville et les foires étaient reçues le long de l'axe qui grimpe du pont de Lille jusqu'à l'hôtel de ville et redescend sur le bourg de Four. Cet axe est délaissé à cette époque-là au profit d'une voie directe, une sorte de rue neuve autour d'une ville neuve, la Magna Carrera Ripariae, c'est-à-dire la grande rue de Rive, et qui se borde sur ces 2 côtés d'immeubles en contiguïté, avec des ouvertures sur des plans d'eau, probablement gardées par des portes. Et c'est ainsi que se présente la ville aux alentours du XIIIe-XIVe siècle. Puis, l'image suivante montre que ces espaces trapézoïdaux inégaux qui ouvrent sur le lac, la Fusterie, le Mollard, Longemal, vont être pavés et vont se doubler d'un 2e rang d'immeubles qui vont constituer la rue derrière le Rhône, qu'on appelle aujourd'hui la rue du Rhône. Et c'est ainsi qu'il faut se représenter la ville au moment où on va construire le temple de la Fusterie sur la place de la Fusterie. Image suivante. Dans cette image, due à l'éditeur Chouet, du début du XVIIe siècle, on voit ces 3 ports avec cette baie de Genève largement protégée par des barrières, envahie de pas mal de constructions et de bastions aussi pour protéger la ville. Image suivante. Voilà à quoi ressemblait au début du XIXe siècle. Non, c'est à quelle époque ça? Au début du XIXe siècle, vers 1800,
l'entrée du port de la fusterie. On voit qu'il y avait aussi des blocs de pierre et pas seulement des fûts, des fustiers, des charpentiers. Il y avait des matériaux de construction. Image suivante. Un port très actif. On voit les premières constructions ici sur ce qui sera le futur quai, futur grand quai. Image suivante. Voilà. Ce sont des images tardives, postérieures à la construction du temple. Image suivante. Et l'image, la dernière, c'est au moment où, sous l'égide de l'ingénieur Dufour, on crée le pont des Bergues, on relie le bastion de l'île à ce pont, et on crée le grand quai, avec à gauche, vous voyez, l'élégant hôtel de l'Écu, qui sera fréquenté par les voyageurs de l'Europe entière. Image suivante. Voilà. J'en viens maintenant à ce qui va provoquer l'arrivée massive de réfugiés français chez nous. Ce n'est pas d'abord une guerre entre États, mais une guerre interne. Cette image représente un temple. On se trouve en Champagne, dans le bourg de Vassy, dans la ville. Derrière, vous voyez une église catholique à droite. Et ce sont les troupes du roi, plutôt les troupes du duc de Guise, qui, malgré l'édit de tolérance, attaquent un culte protestant et assassinent toutes les personnes présentes. Que s'est-il passé pour en arriver là? Rappel historique. À la Réforme, en 1535, Genève a non seulement chassé le prince-évêque et interdit la messe, mais elle a évidemment chassé les Savoie et leurs vassaux et s'est proclamée république. Ce sont des Français, comme Guillaume Farel, qui était né près de Gap, ou Antoine Froment, venu du Dauphiné, qui ont prêché la Réforme et laissé entrevoir qu'exister sans rester sujet du pape était chose possible. Alors, zèle évangélisateur a répondu la soif d'indépendance des patriotes genevois, et c'est à un brillant Français, que vous connaissez tous, que Genève a confié l'institution de la religion réformée, le juriste et théologien Jean Calvin. Des réformés français et italiens se sont réfugiés à Genève, c'est le premier refuge. Un Français, Théodore de Bèze, au Bourguignon, a dirigé l'académie fondée par Calvin, qui a formé des pasteurs pour l'Europe entière. Et ce sont des Français qui ont traduit la Bible en français, développé l'imprimerie à Genève, imposé chez nous la langue française moderne et contribué à faire de Genève la Rome protestante. Au tournant de la fin du XVIe siècle, Henri IV est venu appuyer Genève, attaquée par la Savoie, elle-même soutenue par le pape et par l'Espagne aux mains des Habsbourg. C'est après Charles Quint. Le bon roi Henri, protestant apostat, qui disait Paris vaut bien une messe, a mis un terme aux guerres de religion, proclamé l'édit de Nantes en 1598, instauré en France donc la tolérance de la religion réformée et imposé un traité de paix au duc de Savoie après l'escalade de 1602. Il est devenu protecteur de Genève, où Genève est devenue un protectorat français. Le roi de France y trouvait son intérêt. Ce glacis formé par la Confédération suisse et Genève, entre le Royaume de France et les Habsbourg, qui étaient en Autriche, en Allemagne, en Bourgogne, dans les Flandres, en Espagne et en Italie, lui convenait. Arrive en 1685 cette révocation de l'édit de Nantes qui suit ses premières tueries de 1662. Entre 1681 et 86, des persécutions massives sont menées contre les communautés protestantes de France par les dragons du roi, qu'on appelle les dragons missionnaires du roi, commandés par le ministre Louvois, qui compte les reconvertir au catholicisme. En 1685, Louis XIV, qui était certainement persuadé, parce qu'on en avait renseigné, que tout le monde était converti, Louis XIV révoque l'édit de Nantes à l'édit de Fontainebleau. 3000 temples sont rasés, dont le plus important, celui de Paris, édifié hors les murs à Charenton, en 1607 par Jacques Androuet du Certeau, et qui sera reconstruit après un incendie par Salomon de Brosse. On en voit ici l'extérieur et l'intérieur. Comme il a été détruit, il ne nous en reste que des images de cette époque.
Parmi les 3000 temples rasés, on peut montrer peut-être les images suivantes. Il y a le temple de Paradis, le temple Paradis de Lyon. Il y a cet autre temple qui se trouve à Rouen, à l'extérieur de la ville de Rouen, dont on voit le modèle ainsi constitué d'espaces simples, ovales, ronds, elliptiques, parfois rectangulaires, comme le temple de Charenton, avec un double étage de galeries ou des galeries simples, avec une chaire au centre, souvent simplement charpentée, même pas couverte de voûtes. Donc des types d'édifices très différents de celui des églises dont on avait l'habitude. Image suivante. La terreur pousse. Voilà, peut-être, je ne vois pas bien l'image. Voilà, le temple de Gy, qui est le premier construit en 1111 à la campagne, aux portes de la Savoie. Il y a un autre temple qui est construit à cette époque-là aux portes de la France. C'est à Gentot. Il a disparu, il a été remplacé par un temple au XIXe siècle. Il y a un peu plus tard le temple de Chênebourg, qui va être aussi démoli après les traités de 1750 et reconstruit à Chêne-Bougerie, sur l'autre rive de la Séma. La plupart des temples de la campagne sont des églises médiévales reconverties en temples. Image suivante. Et nous voilà au moment où la terreur pousse plusieurs centaines de milliers de réfugiés hors du royaume. Environ 140 000 à 160 000 réfugiés passent par la Suisse, où près de 22 000 s'installent, d'autres continuent vers l'Allemagne. 30 000 sont recueillis à Genève dans un premier temps, mais 2 000 seulement finiront par s'y installer et être reçus habitants, industriels, artisans, négociants, banquiers, officiers, intellectuels, moins d'ouvriers, moins de gens peu. On a déjà la sélection des réfugiés, comme aujourd'hui. La France s'appauvrit, la Suisse et Genève vont prospérer. Avant le second refuge, Genève comptait 10 000 habitants. Avec la croissance démographique, le consistoire redistribue les places dans les temples, où on se bouscule, et projette d'y créer des galeries supplémentaires. 16 ans après l'émigration des Huguenots, en juin 1701, le consistoire doit prendre une mesure décisive. Il envisage l'établissement d'un 4e temple en ville, pouvant contenir 700 à 800 personnes. Il y a un mémoire consacré à ce projet qui évoque déjà comme lieu d'implantation possible la fusterie au cœur des Rubasses, alors en plein essor et en pleine rénovation. La question du financement de la construction va rester pendante pendant plusieurs années. Elle est résolue à la mort en 1708 du banquier et ancien syndic Jean-Antoine Lulin, celui de l'hôtel de la Tertasse, dont l'important legs vient compléter les deniers publics et le produit qu'on espère tirer de la vente des places dans le temple et de la location des places. Le projet devient pressant. Les fidèles sont nombreux, on a beaucoup de témoignages, à se plaindre des mauvaises conditions dans lesquelles ils sont obligés d'assister au culte. Il manque de la place, il y a des problèmes d'acoustique, de compréhension de la parole des prédicateurs. Les fidèles renoncent au culte sous prétexte qu'ils n'entendent rien dans les églises médiévales reconfigurées. Le 28 juillet 1708, le Conseil délibérant sur députation du consistoire envisage donc d'implanter le nouveau temple sur l'espace descendant en pente douce vers le port, à l'actuelle place du port, que les fustiers, les marchands, sont priés de dégager. L'ingénieur cantonal de l'époque, Louis du Châtelard, propose un plan polygonal ou ovale, sans clocher, réalisable pour un montant de 10 000 écus. Mais le 28 novembre 1708, c'est-à-dire très rapidement après, maintenant qu'on a le legs de Lulin, le Conseil des 200 décide de réaliser un temple plus grand, d'une jauge de 1500 à 1600 personnes, c'est notre temple actuel, et il juge nécessaire de lui faire un petit clocher. Après avoir examiné divers mémoires, on est allé consulter des architectes à l'étranger pour la forme de l'édifice. Le Conseil estime qu'un plan rectangulaire allongé serait plus convenable sur cette place. La même année, il propose de confier le mandat
un réfugié, huguenot, originaire de Sommières dans le Gard, une place forte du protestantisme, Jean Vennes. Quand Jean Vennes se voit confier ce mandat, il a passé la cinquantaine. Tout ce qu'on sait de lui provient de son testament, qui est conservé à Genève aux archives d'État, parce qu'il est mort à Genève en 1717, 2 ans après l'achèvement de ce travail. Il a été conseiller du roi et contrôleur des gabelles. Il a fui la répression et est attesté à Genève dès 1697, où il se fait connaître dans le domaine de l'architecture. Il travaille pour l'hôtel de ville, pour une nouvelle salle du Conseil des 200, qui n'est pas réalisée, mais il accompagne la construction de ses avis. En 1706, il intervient à l'hôpital général. Il fournit aussi les plans de l'hôtel de ville de Vevey. Son testament révèle aussi qu'il possédait une très importante bibliothèque de livres d'architecture, et malheureusement, c'est bien dommage, elle a été dispersée. Pour le Temple Neuf, construit de 1713 à 1715, son rôle est clair. Il est l'auteur des plans, approuvés en 1708. Le registre du Conseil porte que, je cite, « Sur ce pied-là, Vennes avait dressé un plan avec les élévations et profils qu'il avait communiqués à la commission ensemble, avec devis de toutes les dépenses qu'il coûterait à la réserve des bancs et de la chaire, ce qui n'allait qu'à 20 000 florins. Il avait même dit que s'il entreprenait le tout, c'est-à-dire les bancs et la chaire aussi, il le rendrait parfait et entièrement parachevé pour 24 000 florins. Le recueil des plans qu'il a livré a été relié. Il est conservé dans les archives de la Fondation pour la conservation des temples de Genève, un organisme de l'Église dont est responsable aujourd'hui Christian Feur. Et c'est là qu'on voit ces plans, qui sont des plans assez généraux, mais très admirables. Tout à l'heure, Christian Feur va vous les analyser plus en détail au vu de ce qu'il reste aujourd'hui à restaurer dans ce temple. Ce sont des plans, avec des plans des bancs, chiffrés parfois, on a le nombre de places. Ensuite, il y a des coupes, des élévations, il les montrera tout à l'heure. Si on ne peut pas attribuer avec certitude à Jean Vennes l'idée de reprendre la conception générale du temple de Charenton avec son plan rectangulaire basilical et ses galeries intérieures, il lui revient d'avoir su bien adopter son modèle aux conditions qu'on lui imposait à Genève. Il avait même l'intention, comme on le voit ici sur la coupe de gauche, de faire, comme à Charenton, mais en plus modeste, un double étage de galerie qui n'a pas été réalisé. L'implantation exacte du temple sur la place est rigoureusement dictée par un hôtel particulier qui vient d'être achevé en 1712, entre 1709 et 1712, pour Sébastien Tardieu et son fils Pierre, qui est place de la Fusterie numéro 12 et qu'on connaît sous le nom de Maison Picot, dont la façade répond à celle latérale ouest du temple, dans un jeu de face-à-face des entrées et des frontons. On verra ça tout à l'heure. On voit ici, à gauche, en effet, je ne vois pas très bien l'image. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit l'intérieur. Ah, c'est l'intérieur, on ne voit pas encore. On le verra plus tard. Il nous est apparvenu un document intitulé 1715, Mémoire du temps qu'on a bâti le temple nouveau, 1716, fait par le sieur Jean-Louis Favre. Ce mémoire constitue une chronologie précise du chantier et de l'inauguration du temple de la Fusterie. Il a été bâti en 23 mois, très exactement entre le 6 octobre 1713, date à laquelle, je cite, « Messieurs du Conseil sont venus à la Fusterie avec monsieur Vennes, ingénieur, pour prendre le plan du temple, et le 30 août 1715, date à laquelle ce temple a été tout fini. Le mémoire se poursuit avec la plantation des arbres à la Fusterie, le 13 décembre 1715, le premier prêche, le 15 décembre, jusqu'à la grande prière de M. Galatin le Jeune, le 21 décembre. Même si ce mémoire ne le dit pas explicitement, tout laisse à penser que Vennes a dirigé le chantier, établi les devis, traité avec les maîtres d'État, sous la direction d'une commission du Conseil. La construction débute donc le 6 octobre avec la dépose des pavés sur la place et le tracé des murs d'enceinte. Fondation 2 mois, gros œuvre mollasse 8 mois, pose des colonnes 1 mois, couverture ferblanterie 3 mois,
clocher 2 mois, fenêtre, porte, aménagement intérieur 7 mois. Ça a été très rapide, remarquablement rapide. Évidemment, fondation, c'est un radier de bois. Les murs sont en molasse appareillée par des gens qui savaient très bien faire ce genre de travail. Et tout le reste, c'est de la charpente, depuis les colonnes jusqu'au fait. Les seules parties métallisées sont dans le clocher, pour supporter le poids des cloches. Ce texte nous livre les noms de 2 maîtres maçons, le Petit Lajeunesse et Favre, qui ont eu le temple en tâche. Ces 2 maîtres maçons sont connus. Le Petit Lajeunesse est connu sous le nom de Joseph Péchaubet, et Favre, c'est Jacques Favre. Ils sont actifs dans les années suivantes pour construire les beaux hôtels particuliers des réfugiés français à la rue des Granges et pour construire le presbytère de Satigny et d'autres ouvrages en ville. Le même texte cite des maîtres horlogers dont les noms sont inscrits sur le pourtour de l'horloge, Pierre et David Ducommun et Isaac et Abraham Brand, à la Chaux-de-Fonds, 1714. Déjà, des horlogers à la Chaux-de-Fonds. À l'instar du concepteur, Jean Vennes, les corps d'État étaient pour la plupart des réfugiés. On en connaît des maçons, des sculpteurs, des charpentiers, des menuisiers, des tourneurs, des serruriers. Outre un Montpellieran et 2 Nîmois, on relève parmi les menuisiers le nom de Jean Daudet, réfugié d'Aigues-Vives, dans le Gard. En 1801, lors de travaux au clocher, on trouvera une boîte à l'intérieur de laquelle se trouvait un manuscrit daté de 1713 et signé par D. Borel et C. Guénard, ferblantier. Borel, ça doit être un Neuchâtelois. Quant à Guénard, je ne sais pas. La construction du temple a coûté environ 144 500 florins. On a utilisé les 30 000 florins du lin. La vente de certaines places et la location d'autres ont rapporté environ 11 000 florins. Le reste a été payé sur les fonds publics. J'ai essayé de compter ce que ça représentait en termes de francs d'aujourd'hui. Ça représente à l'époque 50 ans de travail d'un manœuvre, donc à peu près 2 millions de francs d'aujourd'hui. C'était donc assez coûteux quand même. Pour le service du temple, on nomme 2 pasteurs, les spectacles Le Fort et Galetin, auxquels on ajoute un marguillier qui est chargé de l'entretien, un chantre et un lecteur. Sur les plans tracés par Jean Vennes, on distingue les indications du nombre de places, je les ai déjà mentionnées. Le décompte indique une jauge de 1540 places. C'est Christian qui s'y est collé, soit 603 sur la galerie et 937 au parterre. À l'extérieur, le temple mesure 31,25 m de long, 18,50 m de largeur. Je vous passe toutes les dimensions. Le plafond culmine à 13 mètres au-dessus du sol, entre axes des colonnes, 10,7 sur 3,5. L'architecture intérieure comporte 2 niveaux de colonnes toscanes superposées, lesquelles reprennent les charges de la toiture, des combles qui sont lourds, du clocher et de la galerie périphérique. Le couvrement se caractérise par un plafond constitué d'une imposante corniche appelée adoucissement. Entre le sommet des colonnes et le plafond, il y a 3,15 m. Le premier niveau comporte 18 baies voûtées en arc surbaissé et à l'étage 24 en plein cintre. Les 4 angles étaient aménagés à l'origine avec des escaliers séparés de la nef par des parois à 45 degrés, ce qui donnait un aspect un peu polygonal à cette salle. Sur les 4 escaliers d'origine, 2 subsistent dans leur position initiale. Le temple de la fusterie, je l'ai dit, est un des premiers temples expressément conçus pour le culte. J'ai dit qu'il y en avait à la campagne. Et il va servir de modèle pour d'autres constructions, et notamment une construction très célèbre qui est la Heiliggeistkirche de Berne. Le fait que les autorités genevoises aient confié la construction de cet édifice à un réfugié huguenot revêt aussi beaucoup de signification, intentionnelle, certainement. C'est un geste qu'on pourrait qualifier de politique, un geste de reconnaissance envers le refuge français, d'affirmation de confraternité religieuse, avec la présence française et le rayonnement du classicisme français au temps de Louis XIV, l'influence française commandera désormais à Genève les grandes constructions civiles en ville et à la campagne. Il existe donc bien, dès cette époque, une architecture protestante
qui se développe avec une grande variété typologique, en polygone, octogone, dodécagone, ellipse, etc., etc. Suppression des images, on n'y reviendra pas avant le XIXe siècle, désacralisation de l'espace intérieur, unification de l'espace avec des bancs disposés autour de la chaire, présence d'un ou plusieurs galeries avec le plus grand nombre possible de places, une surélévation de la chaire pour qu'elle soit vue et parfaitement entendue de partout, une chaire équipée d'un abat-voix pour atténuer la réflexion de la parole contre la voûte ou le plafond et favoriser sa propagation vers l'auditoire, puisque c'est le rôle principal du temple, la proximité de la table de communion et non de l'autel avec l'assemblée, une grande clarté avec un apport important de lumière naturelle pour que la lecture soit aisée. Dans le tissu urbain actuel, à part la façade de l'hôtel voisin, le temple est avec la fontaine de 1773 le dernier vestige du XVIIIe siècle. Tel qu'on le voit, il est préservé presque intégralement, hormis le dallage qui a remplacé l'ancien plancher avec son dispositif de gradins, parce qu'il avait dès le départ un faible dénivelé avec des gradins de bois pour qu'on voit bien la chair. Diverses menuiseries ont été malheureusement supprimées, tels les 6 sas d'entrée, les bancs du rez-de-chaussée et la quasi-totalité du mobilier, et aussi les décors peints et les rideaux, dont on sait qu'ils ont été remplacés en 1809, parce que quand il y a du soleil, ça éblouit, et le dispositif des partitions derrière le chœur. Le temple et son environnement a profondément changé au cours du XVIIIe siècle, pas tellement le temple lui-même. Pendant 100 ans, on est à peu près dans la stabilité, mais au XIXe siècle, les choses vont changer. Ici, vous avez, reviens en arrière une seconde, vous avez une image très connue où on voit la place avec ces maisons relativement neuves ou même anciennes, il y a encore des maisons médiévales, qui sont campées de ces dômes qui assurent la protection des façades et des trottoirs. Cette particularité genevoise d'origine médiévale, mais qui a été renouvelée entièrement au XVIIIe siècle. Toutes les rues basses ont été parées de nouveaux dômes sur ordre du Conseil à l'époque. Et ces dômes vont subsister jusqu'au XIXe siècle. Il en restera jusqu'à la fusterie, jusqu'en 1870, sur la partie gauche de l'image. Image suivante, on voit que c'est une place de marché. On voit que, voilà, c'est des dômes qui vont subsister, avec des maisons médiévales derrière. Image suivante, on va tourner autour de la place. On peut continuer, vous connaissez ces lieux. La grande rénovation urbaine de la ville basse a lieu à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, avec l'apparition des grands magasins, des cinémas, des bureaux, des banques. Et cette transformation sociale, économique du tissu urbain va occasionner l'extinction progressive de la paroisse, puisque les logements sont transformés en bureaux et que les gens sont expulsés du centre-ville. Il en restait encore un certain nombre au XXe siècle, et vous verrez que la paroisse va péniblement subsister jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Je passe, pour aller un peu plus vite et céder la parole à Christian, sur toutes les transformations menues apportées. On a construit la fontaine en 1763 de la place, alors qu'elle avait été prévue dès le départ. Faute d'argent, on ne l'a pas fait avant 1763. On a reçu une nouvelle cloche. On a déménagé la cloche de la Tour du Mollard, qui était une cloche magnifique, très très lourde. On l'a déménagée dans l'église de la Fusterie, dans le temple de la Fusterie. Et pour ce faire, on a dû refaire le clocher, parce que la charge de la cloche sur la charpente et la chaise du clocher était trop forte. En 1798, arrive l'occupation française, les autorités sont dissoutes, un nouveau dispositif se met en place, les biens de la République sont désormais gérés par la société économique,
jusqu'à la révolution radicale de James Fazzi. Elle veillera aux travaux d'entretien pendant le début du XIXe siècle. Au XIXe siècle, le temple servira de local de vote en 1802, d'hôpital militaire en 1813, lors de l'arrivée des Autrichiens à la fin de l'Empire français, et les travaux de la restauration vont finir de transformer la place. En 1871, après la prise de Paris par les Allemands et la chute de Napoléon III, 87 000 militaires français de l'armée de Bourbaki, le général de l'armée de l'Est, en déroute, blessés, frigorifiés, affamés, entrent en Suisse par le Jura, et avec l'accord du Conseil fédéral, il est décidé de les répartir entre les cantons. Genève en accueille 1500. Ils sont assignés à 3 lieux d'hébergement, le temple de la Fusterie et le palais électoral, et un stand de tir à Carouge. Ils sont nourris et soignés pendant 1 mois jusqu'à leur rapatriement le 27 février 1871. Vous imaginez 500 soldats dans le temple de la Fusterie, dans quel état est sorti le temple. À la fin du XIXe siècle, il était dans un tel état, il avait tellement perdu de sa grandeur qu'il allait falloir prendre le relais. Christian, à toi. Donc ça va être un petit peu plus technique et un peu plus trivial aussi, puisque je vais vous présenter le projet de restauration. Auparavant, toute une série d'images sur l'état des lieux. Donc je ne vais pas rester trop longtemps sur la partie historique, parce qu'il faut que je puisse faire l'exposé un peu général qui est assez conséquent. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ce projet. Pratiquement depuis 2012-2013. Donc je vais essayer d'être synthétique. Cette image vous montre le temple en 1910, dans un état de profonde altération. Donc on voit les façades complètement érodées, la molasse qui est altérée. On s'oriente vers une prochaine restauration. Mais il est tellement altéré qu'au fond, on se demande même si on ne va pas le désaffecter ou le démolir. Un peu avant, en 1910, 1907, c'est la date de la séparation de l'État et du pouvoir religieux, de l'Église. Et donc, la municipalité, qui était en charge de ces bâtiments, rend ces bâtiments, les églises, à son propriétaire, qui est l'Église protestante. À peu près à la même époque, 1907-1910, on commence à s'inquiéter vivement de ce risque de démolition. C'est à ce moment que la Société d'art public, conjointement avec l'Église et la paroisse, se préoccupe du bâtiment et se met en tête de le sauvegarder, de le protéger. Et on va s'orienter vers un classement, pas un classement, une protection fédérale du bâtiment en 1912. C'est aussi la même époque où donc, souvent ces bâtiments ils sont protégés quand il y a une restauration qui se profile à l'horizon. C'est justement à ce moment-là, on se dit tiens, il faudrait qu'on cadre un peu cette intervention qui peut être assez intrusive, et puis on va protéger l'édifice. Là, vous voyez une verrue qui a été démolie. C'est comme ça qu'ils l'ont intitulé dans les archives. Donc ça, c'est un tambour d'entrée qui date de 1856, qui a été démoli en 1976, à l'époque de la dernière rénovation du temple. Ici, un petit local qui devait, d'après les archives, contenir des lieux d'aisance, des toilettes, qui devaient fonctionner avec le temple. Tout ça, ça a été démoli, ainsi que les grilles sur le pourtour. Je voudrais revenir sur cette image qui, pour nous architectes, on interroge les archives, enfin pas tous, mais en l'occurrence, j'aime bien consulter ces documents parce qu'on trouve une mine d'informations. Et c'est vrai que le bâtiment a quand même subi 3 rénovations importantes avec des modifications sur les sols, sur les surfaces. Là, vous voyez, donc, comme l'a dit Erika, une transparence. On distingue des fenêtres sur tout le périmètre du rez-de-chaussée. Donc, le temple est abondamment éclairé par la lumière naturelle.
beaucoup de fidèles, hein, on est très serré. À cette époque, 1822, il n'y a pas encore le chauffage, donc on se tient chaud. Et vous voyez aussi les cages d'escalier qui sont intégralement conservées ici. Sur la vue suivante, peu avant la rénovation de 1910-12, là on voit des gradins qui sont en pente douce, en direction de la chaire. On les voit aussi également sur le dispositif d'allée, l'apparition de l'éclairage électrique, un orgue réduit. Il n'y a pas encore le positif de dos ici. Et puis tout le dispositif au rez-de-chaussée de fenêtres est complètement obstrué. Il n'y a plus de lumière naturelle sur le rez-de-chaussée. Pour l'essentiel, je dirais, c'est ça les principales modifications entre 1822 et 1910. C'est vraiment intéressant d'analyser ces images parce que l'image précédente, c'est la première image qu'on a du temple, de l'intérieur du temple. On n'en a pas d'autres. Et puis celle-ci, c'est la première photo qu'on a de l'intérieur du temple. Donc on peut voir cette évolution sur 80 années. On voit aussi des polychromies, ici sur les colonnes. C'est des imitations de marbre de Carrare, ici des imitations de marbre Serfontaine, et des polychromies sur la partie supérieure, sur le corps de moulure à la base de l'adoucissement de la grande voûte. Et ainsi des peintures aussi avec des variations de teintes, des polychromies sur les garde-corps. La chaire, d'après Bernard Raymond, qui est un spécialiste des temples protestants, c'est un exemplaire unique en Suisse. Il n'y en a pas d'autres, a priori. Je crois qu'il mentionne une chaire à Berne, je crois, au temple du Saint-Esprit, mais c'est les deux. Le temple du Saint-Esprit est construit en 1729. C'est les deux seuls modèles qu'on a de ce type. Donc là, vous avez une chaire en noyer avec un socle en pierre molasse calcaire qui est recouvert de peinture d'imitation marbre. Donc, on décorait la pierre avec un autre type de pierre. Et pour accorder le tout, évidemment, entre les boiseries, les menuiseries et la pierre. Voilà, ça c'est le plan des architectes Leclerc et Gambini, de la transformation de 1910. On voit une importante intervention sur l'arrière côté nord, avec le tambour d'entrée qui est là, que vous avez vu tout à l'heure. L'idée étant de créer une salle paroissiale qui peut servir également de local de vote, par occasion. On a également un cheminement qui est ici, qui est une sortie latérale qui est créée, et des espaces de loge ici. Les architectes vont aussi proposer une sorte de tribune qu'on voit ici. Voilà. Donc cette salle de réunion qui est construite à l'arrière, qui fait à peu près 100 mètres carrés et qui peut contenir à peu près 100 personnes. On voit ici une loge office, des WC, la sacristie, et puis deux cages d'escalier de part et d'autre qui permettent d'accéder sur cette tribune qui surplombe la chaire. Ici, ça c'est l'étage supérieur. Donc une intervention qui va passablement modifier la configuration spatiale au rez-de-chaussée. Ici, on ne le voit pas très bien, mais sur des photos qu'on peut analyser mieux, sur ces allées, des grilles apparaissent. C'est par là qu'on commence à chauffer le temple. Donc on a un dispositif de pulsion d'air chaud dans les dispositifs d'allées, de distribution. Voilà, on est dans la modernité. On a une machine qui pulse de l'air chaud avec une chaufferie qui est installée, dont on voit l'escalier qui descend là. On a des sas d'entrée, des escaliers qui permettent d'accéder sur cette galerie, des chaises là. On peut observer les gens dans l'espace de la nef. Donc là, on est vraiment tout autour de la chaire. Chose particulière aussi par rapport à l'image d'écuyer, c'est l'agrandissement de l'orgue et l'obturation des fenêtres à l'étage. Là aussi, vous voyez, les cages d'escalier sont maintenues. Le dispositif de chauffage amène son lot de problèmes avec l'apparition de ponts de froid, ici, toutes ces rayures que vous voyez au plafond, qui sont toujours présentes d'ailleurs. Donc c'est là où on commence à avoir des petits problèmes d'hygrométrie, de thermique. On est vraiment dans cette problématique. Il faut dire aussi une chose intéressante avec ce bâtiment, c'est que vous avez vu toutes ces séries d'images du temple dans l'espace de la place avec le tissu médiéval.
c'est la modernité qui s'installe dans un espace urbain moyenâgeux, tissu médiéval. Là, on a un bâtiment avec des énormes fenêtres, des grands carreaux. Il faut dire que 1712-1715, c'est l'apparition des premiers carreaux soufflés. Jusque-là, on avait des culs de bouteille. Ceux qui avaient de l'argent avaient des petits culs de bouteille. Ceux qui avaient beaucoup d'argent avaient des grands culs de bouteille. Ceux qui n'avaient pas d'argent, ils avaient de la toile cirée. On le voit sur des images où les fenêtres sont translucides, on ne voit jamais à travers. Là, on a un bâtiment qui représente la modernité en 1715. Maintenant, c'est le dernier édifice le plus ancien du XVIIIe. Donc c'est intéressant de consulter les images dans ce sens. Là, vous voyez la vue dans l'autre sens. On voit ce problème de marquage, des problématiques d'humidité, les cages d'escalier qui sont encore présentes, qui disparaîtront lors de la prochaine rénovation de 1975. C'est des parois à colombage, les poutres qui sont à l'intérieur de ces parois. 1975, un projet de rénovation développé par Francis Schenck et l'entreprise Gini propose de démolir tout ce que Leclerc et Gambini ont fait et de revenir à un dispositif de parois derrière la chaire. Ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que Leclerc et Gambini ont avancé la chaire jusque-là. Donc ils ont avancé la chaire dans l'anthrax de la deuxième travée qui se trouve ici, alors que originellement, Jean Venn l'avait placée ici dans la première travée. Donc on reconstruit les colonnes qui étaient a priori disparues de l'époque de Leclerc et Gambini. Schenck démolit le porche d'entrée, le tambour d'entrée. Il imagine des locaux qui viennent s'installer derrière cette paroi, qui est une paroi en plot de béton. Ce n'est pas du béton armé, c'est du plot de béton. Et en fait, il démolit tous les bancs qui sont configurés dans cet espace que vous avez vu dans la vue précédente, en direction de la rue du Marché, ici. On voit aussi des petits renseignements comme ça. Par exemple, c'est le petit escalier qui descend à la chaufferie, qui est une chaufferie à charbon à l'époque. On installe en 1975 le mazout. Voilà, là on voit tout ce qui est jaune dans le jargon des autorisations de construire, c'est tout ce qu'on démolit. Tout ce qui est rouge, c'est tout ce qu'on construit. Le temple dans son contexte urbain, c'est ce que on voit cette vue zénithale avec la maison Picot ici, les frères Lunin, que Eric a mentionné tout à l'heure, qui a été entièrement restaurée, mais c'est quasiment un empaillage, parce qu'il n'y a plus que la façade qui subsiste. Pour le reste, le temple, c'est le dernier témoin du XVIIIe siècle, de pied en cap, à part ce que vous avez vu sur le parterre de la nef, tout est là, les quatre façades et le toit. 1975 aux années 90, c'est aussi toute une série de travaux dans le contexte urbain, avec la réalisation de la galerie technique dans les rues basses. Cette galerie technique, elle va influencer le battement de la nappe superficielle, c'est-à-dire l'écoulement des eaux qui viennent de la vieille ville en direction du lac. Ça va commencer à poser quelques problèmes sur le décompactage du sol, pas seulement la galerie technique, également certains bâtiments voisins qui vont avoir des sous-sols de plus en plus profonds, des pompes de relevage, on va commencer à pomper aussi le terrain. C'est là où on commence à avoir une série de problèmes géologiques sur la stabilité des ouvrages. Évidemment, le temple, lui, il est encore dans le mode constructif du XVIIIe siècle. C'est du bois, c'est de la pierre, essentiellement. À partir de 2008, donc, le temple est détaché de la paroisse, ça devient l'espace Fusterie. L'espace Fusterie, c'est un lieu qui est dédié à la culture, à la spiritualité, puis à l'actualité. Trois pôles qui sont innovants pour l'Église, qui font du temple un lieu de forum urbain, public, dans lequel toutes sortes d'activités peuvent se dérouler. Là, vous voyez donc 2008, ce logo, Espace Fusterie. C'est à la même époque la Fondation pour la conservation des temples genevois et l'Église protestante se préoccupent
de l'occupation de ces lieux, de l'assainissement des lieux aussi, de la restauration. Cette vue de 2017 montre un peu les équipements qui sont déployés pour faire fonctionner ce lieu pour des manifestations culturelles, spirituelles, des débats, des conférences, des pièces de théâtre, des concerts, de musique acoustique, toutes sortes d'événements ouverts sur la cité. Ici, vous voyez dans l'autre sens ce dispositif de gradins qui permet d'accueillir du public, des gradins rétractables et toute une série de bancs qui sont des vestiges un peu désorganisés de l'époque du XVIIIe et du XIXe. Des installations d'éclairage fixées sur les garde-corps. Bref, toutes sortes d'équipements qui font que l'espace fusterie, si les utilisateurs vont demander à la Fondation et à l'Église de déployer un programme qui permette non seulement d'assainir le lieu, mais aussi de l'équiper, de le rendre polyvalent pour des exploitations futures. C'est le moment, c'est l'occasion pour la Fondation donc, de mandater un architecte, en l'occurrence. À l'époque, c'était moi qui étais mandaté. Je n'étais pas encore responsable de la Fondation, puisque je suis devenu responsable directeur technique de la Fondation en 2017. J'ai commencé ces études en 2013. La première chose, évidemment, qui m'intéresse, c'est enfin, évidemment, non, il y a toutes sortes de choses qui m'intéressent, mais je suis très curieux par les règles de composition architecturale que Jean Venn aurait éventuellement mis en place pour construire ce bâtiment. Donc là, on voit qu'on a un rectangle d'or qui épouse parfaitement le dispositif des colonnes. Et ici, lorsqu'on trace un carré sur la largeur de l'édifice, il se trouve qu'on arrive précisément sur cette quatrième travée de colonne. On trace une croix à l'intérieur, on trace un cercle, et on trouve vraiment le dispositif de cage d'escalier. C'est là où on voit que Jean Venn s'appuie sur des règles de composition mathématiques, série de Fibonacci, ça c'est le rectangle d'or. Pour ce projet de longue haleine, quand même ambitieux, c'est-à-dire restaurer un édifice, comprendre les problèmes qu'il présente, c'est des problèmes de fissures, des problèmes de thermique. Donc, l'exploitation, on constitue un pool de mandataires. C'est le bureau Ferro-Architectes SA, le bureau Ingénie pour tout ce qui est stabilité de l'ouvrage, le bureau GADZ pour tout ce qui est géologie. Donc, on va se préoccuper du sous-sol, du terrain. Des équipes de physiciens. Soran, c'est un physicien. Chuard, Énergestion pour tout ce qui est de la thermique, thermodynamique. Bref, toute une série de mandataires spécialisés qui vont déployer des études pour mieux comprendre la substance de ce bâtiment et savoir comment le faire fonctionner. On a également des études de dendrochronologie, l'étude du bois, des études de chronostratigraphie et on a aussi un travail avec les historiennes, évidemment, Cécilia Maurice, Erika de Berziller. À ce propos, c'est utile, je précise que Cécilia Maurice a été mandatée par la Fondation en 2010 pour constituer une chronologie architecturale avec la mission d'investiguer toutes les archives permettant de retracer l'histoire du bâtiment. Cécilia a livré une étude très complète de 250 pages, 3 ans plus tard. C'était un travail de longue haleine. Elle a épuisé toutes les archives. C'est un outil vraiment formidable qui nous permet de travailler sur la substance de l'objet. On a pu analyser toutes sortes de documents, de PV, de factures, de photos, de gravures, de peintures. Bref, c'est une mine de renseignements que la Fondation vraiment se réjouit d'utiliser. D'ailleurs, on souhaiterait éventuellement faire une monographie ultérieurement, après les travaux, avec cette masse d'informations. Le projet de restauration, évidemment, c'est aussi faire un état des lieux précis sur toutes les parties, sur toutes les surfaces. Donc là, vous avez le clocher qui est recouvert d'écailles, d'apparence parfaitement en bon état, mais sous les écailles de la corrosion. Ici, la pierre avec des tasseaux, des rhabillages. Quand on va toquer là, on se rend compte que, tiens, ben, ils ont restauré avec des plaques comme ça, pas très épaisses, de 20 mm, 40 mm. Ça, c'est 1975. Donc, c'est des travaux qui ne répondent pas aux critères de la charte des tailleurs de pierre.
des problèmes de couverture, des problèmes avec les vitrages qu'il faut absolument restaurer. Des problèmes de peinture sur les surfaces qui sont des peintures non respirantes. Donc c'est tout un travail aussi de purge des matériaux qu'il faut envisager. Et on commence à sélectionner les parties. Comment décaper les parties comme ça sans abîmer les peintures qui sont dessous. Vous avez vu qu'il y avait des décors. Donc retirer une peinture synthétique ou une peinture émail, c'est vraiment compliqué. C'est là où il faut beaucoup de patience, il faut déployer toutes sortes de réflexions pour arriver à un résultat qui est respectueux de la substance. Là, on voit aussi l'obsolescence des installations électriques, l'obsolescence des systèmes de sécurité, les portes, qui répondent ni aux critères phoniques, ni aux critères feu. Des problèmes de stabilité de l'ouvrage, on ne peut pas restaurer un bâtiment qui se fissure, qui bouge. Des problèmes de thermique et d'humidité. Ça, c'est un appareil il y en a 4 comme ça qui pulsent de l'humidité 365 jours par an pour maintenir l'orgue en bon état. Ces problèmes de fissures et la problématique de l'asservissement des portes. Comment on intervient sur une porte historique de 1715 pour qu'elle soit conforme aux directives du feu, aux normes feu. Voilà, ça c'est toute une réflexion. Ensuite, j'arrive sur la question des stratigraphies. Là, on a, grâce à cette recherche sur les archives et puis à cette lecture des archives, on retrouve cette magnifique peinture ou la vie avec cette recherche de colorimétrie et puis ces tissus en rideau. C'est un dessin qui date de 1807. Là, on est en pleine période d'occupation française, donc un petit peu moins d'austérité. Un petit écart aussi au niveau des corps. On se permet un petit peu plus de manifestations décoratives. On le voit ici. Donc ça, c'est la comparaison 1900 que je vous ai montré tout à l'heure, et ça, c'est 1910. Donc on voit la disparition des peintures ici. Une certaine austérité. On revient à quelque chose d'un petit peu plus chaleureux, mais néanmoins, les décors ont disparu. Donc cette équipe qui est mandatée pour faire l'étude de la colorimétrie, la stratigraphie, c'est l'atelier Synopille en l'occurrence, va faire des examens sur toutes les surfaces. Sur certaines parties, là c'est les colonnes, on retrouve le décor faux marbre. Ici sur les balustres, on retrouve la teinte originale. On est sur une colorimétrie plutôt brune. C'est une gomme laque qui laisse apparaître la couleur du bois. C'est du tilleul. En fait, le tilleul couramment utilisé au XVIIIe siècle, c'est le noyer du pauvre. Il permet de faire toutes sortes de moulurations, de détails fins. C'est un noyer, c'est pas un noyer, c'est un tilleul, mais c'est un bois qui a cette qualité de se laisser bien tourner. Puis sur certaines parties du bâtiment, qui sont particulièrement soumises aux efforts, aux contraintes, au frottement, notamment les murs, dans la partie basse, on a jusqu'à 11-12 couches de peinture. Tandis que sur la voûte, on n'en a que 2. Voilà. Donc c'est impossible, dans le cas particulier, de faire ce qu'on appelle une chronostratigraphie, c'est-à-dire de déployer un rapport qui permet d'avoir une lecture avec des interventions qui sont homogènes sur toutes les parties. La dendrochronologie nous a permis aussi de constater des parties de bâtiments avec du remploi. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle des colombages. Derrière ces peintures, derrière le plâtre, il y a des poutres de bois verticales. On a certains bois qui remontent à 1352. Donc cette économie de moyens, c'est vraiment, on récupère le bois dans le tissu médiéval, on le réutilise ici. Alors on a dit 1352, 57, 60, 1480... Et tous ces éléments-là, évidemment, sont dans un état de conservation hétérogène. Tous ne sont pas dans le même état. Donc il va falloir conserver tout ça, consolider. L'idée, c'est évidemment, c'est les 2 dernières parois à 45 degrés qui nous restent. Donc on essaie d'être le plus prévenant possible par rapport à ces éléments. La charpente intégralement conservée avec des bois coupés en 1713, c'est de l'épicéa. Ici, vous voyez que ce comble a servi aussi de dépôt. Là, vous voyez la roue du Marguillier de 1856 qui a été déposée. C'est une roue en noyer, ou les abassons ici qui sont entreposés. Puis les oculiers qui sont à Paris, il y en a un ici, un là, qui étaient là initialement
pour permettre la ventilation du bâtiment à partir du moment où il est chauffé en 1856, ça devient des éclairages. Vous voyez ici le beffroi qui supporte le clocher avec la chaise à l'intérieur. Tout ce dispositif est en châtaignier. Ici, des escaliers qui permettent d'accéder aux combes supérieures. On a un petit local là qui est extrêmement vétuste, mais qu'on entend bien conserver dans son intégralité, parce qu'en fait, c'est recouvert de petits graffitis de tous les gens qui ont entretenu le lieu. Alors, il y a de toutes sortes de graffitis qui sont répertoriés dans l'étude stratigraphique. Ça va du petit message intime, en passant par le nom du technicien, ses coordonnées, etc. On a même des figures érotiques, c'est assez amusant. Ensuite, pour restaurer ce bâtiment, évidemment, avant tout, il faut se préoccuper de la stabilité de l'ouvrage, la problématique de la consolidation des fondations. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la galerie technique, des travaux aussi sur les bâtiments voisins. On a notamment un bâtiment voisin qui était la construction de Coop-Fusterie, qui se trouve ici, voilà, c'est ce bâtiment-là. Ça, c'est la maison Lulin, ça, c'est Coop-Fusterie. Ce bâtiment, il est descendu jusqu'à moins 6 niveaux pour créer des dépôts, etc. Ça occasionne des décompactages de terrain. Et donc, au même moment, on a un souci de stabilité sur le bâtiment. Mais avant ça, 1969, on a un projet qui est dans les cartons de Ernest Martin, architecte de l'époque, qui était également membre, je crois, de la commission des monuments, mais qui était sur beaucoup de projets de restauration, lance une idée auprès de l'EPG, celle d'aller faire un projet de sous-sol pour faire fonctionner ce bâtiment qui était cruellement en manque de locaux techniques, de locaux complémentaires. C'est un peu le paradoxe de ces bâtiments, c'est des énormes contenants avec beaucoup de volume, mais pas de sous-espace, pas d'espace servant, pas d'espace servi, il n'y a pas de petit local, il y a juste une sacristie minuscule, mais on a un volume tellement grand, mais on ne sait pas comment l'exploiter parce qu'on n'a pas de sous-espace. Ernest Martin a demandé au bureau d'ERIA, géotechnicien en 69, de faire une étude sur les fondations. Donc, ces excavations-là, on en a eu une sous le pilier de l'entrée et puis une sur un des côtés du temple, vont descendre jusqu'à 2,20 m. La fondation se trouve précisément à 2 mètres sous le niveau du pavé. À 2,20 m à l'époque, on tombe sur une nappe, donc il y a de l'eau ici. Et là, on voit, je ne sais pas si vous arrivez à lire, poutre en décomposition. Alors ça nous a interpellés, parce que poutre en décomposition, ici, sous la fondation, sous ce mur, sous ce pilier, qu'est-ce que ça signifie, surtout si on veut régler ces problèmes de stabilité. 2017, là on est un petit peu plus avancé dans nos études, on décide de faire des puits de reconnaissance. Là on est sur la voie du tram, il y a la fontaine ici, vous voyez, le parvis, on fait 2 puits, puis 2, puis 1. Ça c'est le puits 1, on descend jusqu'au niveau de la fondation, c'est-à-dire à 2 mètres pile sous le niveau de la place. Et là, j'ai tracé le niveau de la nappe superficielle que l'ingénieur d'ERIA de 69 avait détecté, c'est-à-dire 20 cm sous la poutre en décomposition. Et là, on a constaté que la nappe était encore descendue de 30 cm. C'est-à-dire que cette nappe, elle fait des battements, mais elle descend toujours plus, parce qu'on draine toujours plus le sol, il y a de moins en moins d'eau, et donc il y a moins de portance, sachant que le terrain il se décompacte, puisque l'eau part, donc il a moins de portance. Ici, vous voyez ces petits carrés qui sont là et là. Ce sont des alvéoles. Alors, quand mon maçon il a creusé là, il m'a dit c'est magnifique, il y a un système de drainage sous ce bâtiment. Eh bien, j'ai dit bah, tiens, c'est marrant parce que dans l'étude de Cecilia, enfin dans la chronologie de Cecilia, on voit pose d'une grille en 1713, au mois d'octobre, au moment où on fait les fondations. Grille radiée sous les fondations. On a retrouvé des petites fibres de bois dans ces cavités, et on a reconstitué le schéma, évidemment, parce qu'on est allé voir un peu plus loin. Et le schéma, c'est ça. En fait, ça, c'est une coupe dans le mur, horizontale, et le mur de fondation est là, il fait 1,40 m d'épaisseur. Ces filières, elles courent tout le long des façades. Elles sont liées entre elles par des traverses, comme ça.
C'est ce qu'on voit ici. Elles sont vides, c'est-à-dire que la nappe a littéralement lessivé le dispositif de poutre sous les murs. On les voit ici, hein, ça c'est les transversales qui sont ici. Hein, voilà. Ça veut dire qu'au fond, le temple, il repose, c'est comme si on avait mis quelqu'un sur des talons, hein, dans la gadoue, quoi, dans la vase limoneuse. Quoi. Voilà. C'est la perte de portance du fait de la disparition de la nappe progressive, la composition du sol qui est relatée par derrière étant des limons organiques, donc c'est des limons lacustres, fluents, compressibles, et puis en plus de ça, la réduction de la portance des fondations, puisque 50% de la fondation, c'est du bois. On s'est intéressé au dessin des façades. Là, je ne peux pas malheureusement zoomer, mais en fait, c'est des plans qui montrent toutes les fissures, parce que le bâtiment, en fait, a bougé de manière relativement homogène, mais quand même, ces fissures, elles se sont diffusées dans le système de joints de l'appareillage de pierre. Donc c'est un appareillage de molasse sur un socle en calcaire, ici. Ici, ces lignes que vous voyez, selon la légende qui est là, c'est les tassements qu'on a observés. Parfois, c'est des centimètres, parfois, c'est des millimètres. Ce qu'on a vu, par contre, c'est que ce socle-là, côté rue du Marché et ici, côté lac, différence d'environ 10 cm. C'est-à-dire que les maçons de l'époque, enfin, Fabien vous a dit que j'étais maçon, normalement on a des tolérances qui vont du 20 à 30 mm, mais pas de 15 cm quand même. Voilà, c'était des bons maçons quand même pour faire ça. Donc là, on a commencé un petit peu à s'inquiéter sur cette question de la stabilité de l'ouvrage. Et en retrouvant les nivellements de précision, c'est-à-dire des géomètres de 86, 87, on a relancé des nivellements en 2017, puis on a pu constater que le temple bouge de manière relativement homogène, descend un petit peu en direction du lac, puis descend d'environ 0,5 mm à 1 mm par an, depuis probablement 200 ans, puisque ce processus il a été engagé depuis un moment. Ce qui fait qu'il y a certaines parties d'ouvrage où on a carrément 20 cm de différence. Ça ne se voit pas parce que c'est très diffus dans le dispositif de pierre. Alors, on s'intéresse également à la géologie, et puis au fond, comment on va faire pour supporter tout ça et consolider ce temple, sachant que l'opération qu'on est en train de faire, c'est une opération de stabilisation, c'est une sauvegarde préventive. L'idée, c'est pas de venir et de sauver le temple qui est en train de s'écrouler. On n'est pas là, on n'est pas sur la tour de Pise ou sur un immeuble à Venise. Mais par contre, c'est vrai que c'est difficile d'envisager une restauration des murs s'ils continuent à se fissurer, à bouger. On peut le faire, mais c'est un peu du gaspillage d'énergie. Donc on se dit une bonne fois pour toutes, il faut faire quelque chose avec ces fondations. Là, on a fait des carottages pour examiner, analyser la structure du sol. On voit qu'on a une épaisseur de remblai qui va jusqu'à 2,80 m, une couche limoneuse entre 2,80 m et 5,40 m, une couche limoneuse argileuse, c'est un peu mieux que le limon, parce qu'il y a un petit peu de plasticité quand même avec l'argile, de 5,40 à 7,30 m. Et enfin, une couche limono-argileuse préconsolidée entre 7,30 m et 10,40 m. Puis dessous, de nouveau, une épaisse couche limoneuse argileuse non consolidée qui va jusqu'à 10,40 m. Et puis ça continue comme ça jusqu'à 70 mètres de profondeur, jusqu'à ce qu'on atteigne la moraine. C'est-à-dire que c'est une espèce de stratification. Il y a un gâteau indonésien que j'aime bien qui s'appelle le spekook. C'est comme ça, c'est des couches comme ça, ça n'en finit plus. Mais alors on a visé, l'idée c'est de venir se fixer là dans la couche préconsolidée. Donc on essaie de cibler cette couche avec des pieux qui pourraient venir de part et d'autre des fondations dans un éperadé qui va, lui, répartir toute la charge. C'est-à-dire qu'on va essayer d'homogénéiser ce sol. Par contre, on ne veut pas le faire ici, on va le faire plus bas, aussi pour des questions simplement de coût, c'est-à-dire que, et puis aussi des questions de préservation de la substance. Voilà, le géotechnicien suggérait de traverser la fondation obliquement, comme ça. J'estime que ça fait partie aussi du patrimoine. Donc, disons qu'on essaie de conserver cette fondation dans son état intégral,
On va plutôt chercher à se mettre dessous. Ma foi, c'est le prix à payer si on veut garder toute la substance. Dès lors qu'on fait ça, évidemment, il faut tout excaver, cet espace, ce volume de remblai qui provient de la démolition du tissu médiéval et du remblai du port, puisqu'on était dans un port lacustre. On ne s'attend pas, pour cette raison, à trouver de l'archéologie, à part une ancienne digue qui traverse cet espace, justement à peu près sous la façade méridionale, sud, côté marché. Donc là, on sait qu'on a un point dur, raison pour laquelle le temple penche en direction du lac. Les ingénieurs qui travaillent avec nous, c'est le bureau Ingénie. Je me suis intéressé à eux parce qu'ils ont construit l'immeuble que Charles Pictet a dessiné juste en face. Donc, ils connaissent le sol, là. On a fait beaucoup d'appels d'offres, on a vérifié avec beaucoup d'ingénieurs méthodologies qu'ils proposent pour arriver à faire ce travail. Alors évidemment, c'est particulier parce que c'est quand même un challenge d'aller creuser sous un mur qui fait 1,40 m d'épaisseur, composé de moellons hétérogènes. Il faut quand même considérer, ce qu'a dit tout à l'heure Erika, ces fondations ont été construites en 5 semaines, entre le mois d'octobre 1713 et fin novembre 1713. Ça a été très vite. Ça veut dire aussi que les maçons, ils étaient probablement contraints par le temps, par l'économie. On est en plein automne, fin de l'automne, donc un terrain complètement spongieux. Et effectivement, quand on commence à creuser là, on se rend compte que c'est un travail de maçonnerie. C'est pas à l'image de ce qu'on voit au-dessus du niveau du sol. C'est différent. C'est vraiment un blocage de moellons. Alors ici, ce plan propose d'implanter des micropieux, comme vous avez vu sur la vue précédente, et de les lier entre eux par des dispositifs de poutres en acier. Il y en a chaque fois 2. Et ces micropieux vont descendre donc jusqu'à l'extérieur. Donc le mur est ici, vous voyez. Ce micropieux va descendre à 18 mètres, celui-ci à 10 mètres et celui-ci à 7 mètres. On essaye d'économiser la longueur des micropieux, puis de viser la strate qui est préconsolidée, parce que, évidemment, il y a un effet d'économie d'échelle. Ça coûte très cher de faire ça. Ça coûte pratiquement 1 million de francs donc pour faire ce dispositif de micropieux. Ici, vous voyez aussi une série de micropieux qui sont là pour prévoir le déplacement de la chair. C'est également des pieux qu'on a implantés pour tester notre dispositif, sachant que chaque pieu, là, doit être capable de recevoir une charge de 80 tonnes. Et les pieux à l'extérieur de 120 tonnes. Pour arriver à ça, c'est un peu un exploit. On a mis 2 mois pour faire les réglages fins, mais on y est arrivé. Tous nos pieux qu'on a implantés dans la zone d'essai répondent à cette norme, sachant que 1 mètre linéaire de façade pèse 40 tonnes. Voilà, ça c'est l'immeuble qui a été construit et repris en sous-œuvre en face du temple. Donc vous voyez le machiniste qui travaille dans une forêt d'étayage et de micropieux. Alors bon, c'est des murs en plot de béton, c'est pas des murs en moellon. Je vous montre le phasage. Voilà, on a une première étape qui consiste à faire une préfouille pour arriver jusqu'à... c'est un pré-terrassement pour arriver jusque sous la colonne. On a 16 colonnes comme ça. Vous voyez ici le pavage. Donc c'est vrai que le niveau fini du temple est 1 mètre plus haut que le niveau de la place. Voilà. Deuxième étape, on va faire un terrassement qui va aller jusqu'au niveau de la fondation. Et on va installer ici un profil qui va venir se fixer sur les têtes des micropieux, qui sont coupés par la suite. Là, vous avez un rideau de pales planches qui entoure tout le bâtiment pour étancher cette surface. L'étape 3, on descend un peu plus bas, on soude des goujons sur ces têtes pour lier au futur radier qui se trouve ici. Voilà, on a un radier qui vient là-dessous. Vous voyez ces alvéoles que vous avez vues avant, qui seront remplis d'un béton autoplaçant, parce que c'est le seul moyen de donner une cohésion à cet ensemble qui est très fragile. Et évidemment, on profite d'isoler ce bâtiment par rapport au terrain et de l'étancher aussi. Ça donne ça au final, c'est-à-dire une sorte de dispositif qui emballe le tout, et la fondation est préservée
dans son intégralité ici. Cette épaisse couche d'isolation, c'est du verre cellulaire recyclé. Donc il y a aussi une préoccupation par rapport à des économies aussi énergétiques. C'est clair que ce dispositif d'isolation globale permet de diminuer la facture énergétique aussi du temple. Au final, ça donne ça. Donc vous avez cette coupe qui vous montre les équipements qui sont ici. Alors évidemment, on se dit normalement, on n'intervient pas trop sous un patrimoine comme ça. C'est vrai que le sous-sol, d'ailleurs la commission des monuments a édité une fiche de bonne pratique qui suggère d'aller pas aller creuser sous le sous-sol, dans le sous-sol d'un bâtiment, le sous-sol géologique faisant partie de la substance patrimoniale. D'ailleurs, la Commission fédérale des monuments a édité une directive là-dessus qui dit précisément on ne va pas creuser sous le patrimoine parce que c'est vraiment, on considère que tout le socle fait partie du patrimoine. Alors là, on est un peu dans un contexte, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire on n'est pas dans un sous-sol historique d'une vieille ville avec des vestiges romains, on est dans un port comblé. Et puis, c'est le seul moyen de mettre un frein sur ces problèmes de tassement. Alors, on a eu un projet qui a été évidemment scruté très attentivement par la Commission des monuments nature et sites ici à Genève, et puis par l'Office du patrimoine. Et puis, cette requête en autorisation, ben, elle était, on a dit, ben, on refile la patate chaude à Berne, c'est trop compliqué pour statuer et faire un préavis avec ça. Donc là, c'est l'Office fédéral de la culture qui a analysé ce projet et qui a délégué 5 personnes pour analyser ça. Donc il y a 2 membres de la Commission fédérale des monuments, on a 2 experts de l'Office fédéral de la culture et on a aussi un expert en structure du bâtiment, en génie civil, qui s'appelle Eugène Bruviller, qui s'est déplacé ici, qui a analysé le projet. Puis il a dit, bah oui, c'est ce qu'il faut faire. On est effectivement dans cette problématique, il n'y a pas tellement d'autres solutions. Là, vous voyez donc le sous-sol excavé. Alors, plutôt que de le combler avec des milliers de mètres cubes de graves et de terre qu'on va sortir puis ramener, ben, on a dit, ben, profitons pour faire un volume qu'on peut exploiter au moins. Et on a proposé de faire quelque chose qui soit un peu en écho avec l'étage de la nef, avec l'espace de la nef, avec ces pans coupés ici, sur les 4 angles, et puis ce dispositif de parois qui tourne ici. Donc là, ce que vous voyez là, c'est un plan du sous-sol, ce sont des parois qui sont là, ici. Donc on peut déambuler là autour. Et là, on a des équipements de loges vestiaires, qui vont faire fonctionner cet espace polyvalent. Ici, c'est une salle polyvalente qui permet toutes sortes d'activités en lien avec la musique, des débats, des réunions, des conférences. Et ici, un dépôt qui fait fonctionner les activités de la nef avec un monte-charge ici. Là, vous voyez un piano à queue. C'est un peu ce qui s'est fait au conservatoire de musique. Puis, dans la partie centrale, une bande d'équipements, de services, des accès PMR, donc les accès pour les personnes à mobilité réduite pour aller aux toilettes, un vestiaire également. Ces dispositifs de parois, là vous voyez ce que pourrait être, ce que sera, si tout va bien, la salle polyvalente, avec une incertitude évidemment sur les colonnes, parce qu'on ne sait pas très bien jusqu'où elles sont fondées. On imagine qu'elles sont fondées à peu près jusque-là, donc on va continuer. On va achever cette fondation plus bas, jusqu'au socle qui est ici, en béton, lui, par contre. Et cela, c'est des parpaings en terre compactés, donc c'est du terre à bloc. On est en train de discuter avec le fabricant pour incorporer un pourcentage de la terre qu'on va extraire pour la confection de ces parpaings. Donc l'idée, c'est que on essaie d'avoir une approche un peu économique, puis aussi de remploi. Vous voyez ici des poutres qui vont aller d'une colonne à l'autre, d'un mur à l'autre de la nef, c'est-à-dire 16 mètres de long. C'est du bois massif, c'est du sapin, cuit au four.
c'est pas du lamellé-collé. Tout ça, c'est en bois massif. L'idée aussi de travailler avec des bois locaux et puis d'essayer de diminuer l'empreinte CO2, d'éviter des cols, etc. Espace de déambulation sur le pourtour. On peut envisager aussi des expositions, pourquoi pas, dans ces espaces. Puis vous voyez au fond un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, ou tout un chacun, et un escalier qui sera lui en chaîne, massif. L'étage de la nef, donc les cages d'escalier sont préservées. On reprend en sous-œuvre ces dispositifs de parois dessinés par Jean Venn. Par contre, on va démolir tout dispositif que Francis Schenck a mis en place en plot de béton pour refaire un mur ici derrière en terre. Donc là, c'est un mur en parpaing de terre qui va avoir un fruit et qui va contribuer à faire une sorte de volant hygrométrique, capacité d'absorber l'humidité, de la restituer pour favoriser le fonctionnement de l'orgue. C'est-à-dire que ça nous permet de lisser la courbe hygrométrique. Vous savez que dans les églises, on a tantôt 150 personnes, puis après, pendant plusieurs semaines, il y a 2-3 personnes qui sont là. C'est un immense contenant. Donc, c'est intéressant de travailler sur l'hygrothermie, la thermodynamique. Donc, on essaye de travailler avec des matériaux qui ont cette capacité de lisser la courbe hygrométrique. Et puis, enfin, les éléments qu'on va mettre ici sont un peu répondre à ces parois, ces portes monumentales de 1715. Ce sera tout du chêne massif également, avec un parquet en chêne massif. Vous ne distinguez pas, mais là, il y a cette trappe qui permet de descendre le piano dans le dépôt au sous-sol. Voilà, on le voit ici. Donc le radier avec ces fameuses poutres qui font 16 mètres de long, qui sont dans les espaces de distribution qui sont pratiquement pas liés au mur, parce qu'en fait, cette zone-là, elle est en porte-à-faux, et puis cette zone-là, elle est en compression, donc c'est une sorte d'encorbellement. Les fenêtres sont doublées. La toiture est isolée par un matelas en laine de lin. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir une approche qui permet d'utiliser des matériaux biosourcés, renouvelables, qui vont largement contribuer à économiser la facture énergétique. On a estimé à peu près à 50% la diminution des coûts de production de chaleur ici. Puis on va aussi travailler sur la ventilation avec de la récupération de chaleur. Voilà, vous pouvez voir sur ces images le sas qui a été démoli, qui était un sas en verre construit par Francis Schenck, qui sera restitué en menuiserie de noyer ou de chêne. Et puis le travail de colorimétrie qui sera encore à développer avec le service des monuments et sites. Donc là, on est vraiment, plutôt que de dire, bon, on s'arrête, on ne fait pas des choix qui sont prédéfinis, on est dans un dialogue. Au fur et à mesure de l'avancement des études, on essaye d'avoir une approche sensible avec des interlocuteurs de l'Office du patrimoine, du service du monument, des équipes de restaurateurs pour travailler vraiment dans un projet qui soit cohérent par rapport à ce lieu, par rapport à la lumière, etc. L'horloge monumentale, et cette horloge-là, propriété de la ville de Genève, sera restaurée par la ville de Genève. Vous avez vu tout à l'heure dans la présentation d'Erika, très rapidement, une horloge, là. C'était l'horloge d'origine qu'on a retrouvée avec l'ancien directeur de l'école d'horlogerie, M. Curchot, dans une caisse au sous-sol du musée d'art et d'histoire. Alors je suis allé voir la conservatrice pour savoir si on pouvait la restituer dans ce lieu, mais on m'a dit non. On m'a dit non parce que c'est une pièce trop ancienne, qui date de 1715, construite dans le Jura, je crois, et malheureusement, on ne peut pas la remettre en place parce qu'elle risquerait de s'user. Bon, on a lu que dans les archives, elle avait quand même sonné 2 300 000 coups, mais voilà, donc on ne la remettra pas en place. Et ici, les gradins sont remodelés. Alors, la plupart de ces gradins ont été remplacés. Il n'y a pratiquement plus de substance originelle, donc on a un travail d'ergonomie pour proposer un espace qui soit accueillant. On pourra envisager de déambuler plutôt sur la partie latérale ici. Ça permettrait aussi d'avoir pourquoi pas, des expositions le long des murs ici. Et puis c'est dans ce volume que l'air circule pour récupérer ou distribuer la chaleur. Voilà la situation actuelle.
Donc ça a un peu changé déjà, mais on est encore on est au début, là, on est dans la démolition de ce dallage. On a démoli le dallage de Francis Schenck. Alors, j'aimerais préciser qu'on a retrouvé toutes les couches qui étaient là en place. Malheureusement pas le solivage en bois, donc il n'y a pas de récupération de solivage en bois de l'époque, mais par contre on a retrouvé le dallage de Leclerc et Gambini en partie, et puis les fameuses gaines dont je vous ai parlé, par lesquelles l'air était pulsé. Et ce que vous voyez ici, c'est le dispositif de poutre qui sert à tester les micropieux qu'on a insérés ici. Donc, il y en a certains qui ont lâché, qui ont claqué à 20 tonnes, 30 tonnes, 50 tonnes. On a dû tout recommencer, ça a repris 2 mois, mais là, on a des résultats qui sont bons partout, qui sont prometteurs pour faire ce travail. Ça prend du temps, mais c'est un travail essentiel pour faire après une opération continue, sans avoir des à-coups ou des problèmes. Et ces poutres-là sont récupérées après pour coulisser la chair en avant sur ces pieux qui sont ici essayés. Voilà. Je vous parle un peu des coûts. Donc, et puis d'abord, l'équipe de maîtrise de l'ouvrage. Donc, le propriétaire, c'est l'Église protestante de Genève. La Fondation pour la conservation des temples genevois, construite avant 1907. C'est une fondation qui existe depuis 1999. Donc, elle gère tous les biens curieux d'avant 1907. Ils sont tous classés ou inscrits à l'inventaire. Donc, ça nécessite une approche bien spécifique. C'était un choix, à un moment donné, de sortir ça de la responsabilité de l'Église, qui est plutôt là pour gérer ses ministres. Et on a également le maître de l'ouvrage a délégué la tâche de représentation du maître de l'ouvrage à créateur immobilier. Donc, en l'occurrence, on travaille avec Madame Castella, qui est ici dans la salle, et qui nous suit, qui participe au processus de validation, différentes étapes, et qui fait le lien avec le comité de pilotage. Concernant le financement du projet, on a à peu près 70% de dons de particuliers et de fondations, environ 17 à 18% de subventions de l'État, de la ville de Genève et de la Confédération, pour tout ce qui est subventionnement de la substance patrimoniale. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses dans ce projet. Ce n'est pas que de la substance patrimoniale. Si on avait fait que de la substance patrimoniale, on aurait juste donné un petit coup de peinture, puis on serait reparti. Mais là, c'est un problème de stabilité de l'ouvrage quand même important. Alors là les institutions, évidemment, elles participent, mais ça reste 18%. Puis ensuite, il nous reste 13% à financer sur un budget qui est maintenant estimé à 17 millions d'euros. Donc on est loin des 2 millions de la construction de 1715, évidemment. Ça a duré 2 ans en 1715, et là, ça fait maintenant 10 ans qu'on étudie, et puis on est au début des travaux. Mais c'est un beau challenge. Voilà, je vous remercie.